C'est l'info, votre double page info du week-end, Martin Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 40e numéro de C'est l'info. Au sommaire cette semaine, près de 34 départements placés en vigilance orange sur la seule journée de mercredi. L'Hexagone tout entier a lui connu cette semaine de nombreux orages et épisodes pluvieux. Duplex a retrouvé depuis Pau de Franck Payanav. Y aura-t-il un nouveau référendum sur le Brexit? C'est en tout cas le souhait le plus intense de George Soros. Dans le même temps, cette semaine, Theresa May a annoncé vouloir retarder la date du Brexit alors que le conflit entre les deux Irlandes s'enlise. Analyse à suivre d'Alexander Seal. Ce jeudi matin avaient lieu à Paris les obsèques de Pierre Bellemare, connu pour ses diverses émissions radiophoniques et télévisuelles. Gaëtan Helmans nous en parle dans sa chronique Les coulisses de l'info. Et puis 2 reportages à suivre, l'école des enfants venus d'ailleurs et la Turquie qui fait le pari du nucléaire. C'est un reportage de nos confrères de Radio France Internationale qui sera à retrouver en fin d'émission. Le duplex avec Franck Payanav en duplex de Pau. Bonjour Franck. Bonjour Martin, bonjour à tous. Pau où les gouttelettes tombent à l'heure où nous enregistrons ce duplex. Il n'y a pas qu'à Pau que ces gouttelettes sont tombées. Il y a un important risque d'orage partout en France sur ces 3 premiers jours, lundi, mardi, mercredi cette semaine. 42 départements du sud-ouest, du centre et du nord-est de la France étaient ainsi par exemple en vigilance orange sur la seule journée du mercredi 30 mai. À Paris, en l'espace d'une semaine, la Tour Eiffel a déjà été foudroyée 2 fois. Et dans le sud-ouest, y a-t-il des dégâts à signaler, Franck Payanav? Alors nous les orages on les a déjà depuis quelques jours, notamment c'était samedi dernier où la Gironde a été touchée par de très forts orages de grêle. Et c'est notamment les vignobles qui ont été les plus touchés, ce sont les plus vulnérables lorsqu'il y a de la grêle. Officiellement 5% du vignoble total bordelais a été touché, mais il faut dire que c'est une zone extrêmement large. Du coup certains châteaux ont été plus touchés que d'autres. Certains ont perdu près de la moitié de la production prévue cette année. Du côté du 64, c'est plutôt à partir de mardi qu'on a été touché, notamment à travers des forts coups de pluie. Mardi soir, de nombreux axes routiers ont été coupés dans la ville de Pau, notamment sur le sud de la ville. On a eu un petit pic au niveau de la hauteur du Gave de Pau, mais qui n'a pas débordé, qui est revenu à son stade initial quelques heures plus tard. Et puis rebelote ce mercredi où là encore la pluie a été fortement forte, notamment à Pau. Je vous en parlais mardi soir, un homme a été bloqué alors qu'il passait sous un pont avec sa voiture. L'eau est montée tellement vite que 2 pompiers ont dû le secourir pour le sortir de là. Certains axes routiers, je vous disais donc, qui ont été coupés pendant plusieurs minutes voire plusieurs heures, le temps d'évacuer l'eau. Heureusement, j'ai envie de vous dire, Pau est habitué, mais pas à un temps pas à cette période-là de l'année, parce qu'il faut dire que quand même, la semaine dernière, on était en t-shirt à Pau, on approchait même des 30 degrés. C'est pour vous dire que la météo, des fois, fait des siennes. Oui, mais néanmoins, il fait quand même chaud la journée, hein. Oui, il fait assez bon. Par exemple, ce mercredi, on était en t-shirt et puis tout d'un coup, il a commencé à pleuvoir. Et là, ça a commencé un petit peu à se rafraîchir. Et ça ne va faire que ça pendant les prochains jours à venir. Oui, et qu'a prévu à ce propos Météo France? Je le disais en introduction, donc c'est près de 42 départements qui ont été placés en vigilance orange, alerte orage. Alors j'ai une mauvaise nouvelle, ça va continuer, en tout cas c'est ce que nous dit Météo France. La pluie et des orages sont prévus, surtout dans le sud, pendant ce week-end. Petit à petit, ça va monter au nord, cette pluie et cet orage. Les orages qui sont prévus jusqu'à au moins mercredi. La pluie, encore, quant à elle, est prévue pour une semaine au minimum. Jusqu'à au moins mercredi 6 juin. Hein. Oui, mercredi 6 juin.
Précisons quand même pour les auditeurs. Donc voilà, en tout cas d'ici là, restez donc bien chez vous en écoutant C'est l'info. Et puis, eh bien, lorsque vous sortez, prenez un parapluie, comme Franck Paganave. Et faites attention. Alors non, j'ai le parapluie qui était à mes pieds, mais voilà, je peux le remettre si vous voulez. Mais oui, Météo France le rappelle, être fortement prudent, notamment si vous sortez lors des gros orages. Et puis bien sûr, pas faire comme nous, ne pas prendre la voiture, notamment quand il y a des inondations, et rouler dedans. Ouais. Et vous n'avez personne pour vous tenir le parapluie sous cette pluie, Franck? Non, on n'a pas de porteur de parapluie. D'ailleurs, Martin, si vous pouvez augmenter le budget pour l'année prochaine pour les duplex, on aura un porteur de parapluie peut-être. Eh bien écoutez, j'en prends note. Merci beaucoup Franck en duplex de Pau. Restez donc bien prudents pour les orages. Et puis, bien évidemment, en cas de fort orage, les règles habituelles, notamment en matière d'électricité, coupez votre courant, notamment pour éviter de foudroyer vos éventuelles box, télévision, chargeur ou ordinateur. Merci Franck et à la semaine prochaine. Merci beaucoup Martin, à bientôt. Le duplex. Ici, Londres. Ici Londres à présent avec Alexander Seal. Bonjour Alexander. Bonjour Martin. Alexander, vous nous parlez aujourd'hui du Brexit encore une fois, et alors que Theresa May songe à décaler la date de sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne, George Soros, lui, songe à une autre idée, organiser un nouveau référendum purement et simplement. Selon le journal britannique The Times, la France empêche la Grande-Bretagne de rester membre d'un système de sécurité de l'Union Européenne qui garde les traces des criminels étrangers après le Brexit. La base des données, connue sous le nom de traité de Prüm, protège le public en suivant l'ADN, les empreintes digitales et les informations sur le véhicule des délinquants. Le Royaume-Uni veut un accès continu au système, qui a permis aux autorités françaises et belges d'identifier les terroristes après les attentats de Paris en 2015. Mais la France a repoussé cette idée lors d'une récente réunion de négociation sur le Brexit, soulevant des questions sur la capacité de Theresa May à négocier un solide partenariat de sécurité avec le bloc des 27. Mais il faut savoir, ces nouvelles ne sont pas très rassurantes, et c'est faux selon les autorités françaises. Car c'est la Commission qui mène ces discussions via le mandat donné par les 27 États membres à négocier le Brexit. Les discussions doivent avoir lieu à Bruxelles, et c'est bien évidemment le cas. La France ne se prononce donc pas indépendamment. Ce qui est en discussion en ce moment, c'est bien évidemment la question de la frontière avec les deux Irlandes. Elle n'est pas toujours réglée. Concernant le Brexit, le milliardaire George Soros lance une campagne sur un deuxième référendum et l'ancien vice-premier ministre Nick Clegg a voulu qu'un référendum sur les questions du Brexit ait lieu. On voit vraiment que le Royaume-Uni reste divisé 2 ans après le vote. Merci beaucoup Alexander et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, nous retrouvons tout de suite Mickaël Assoumou pour la revue de presse qui est consacrée à l'Espagne, puisque Mariano Rajoy va peut-être perdre le pouvoir. Bonjour Mickaël. Bonjour et bienvenue dans cet autre numéro de la revue de presse. C'est avec plaisir que je vous retrouve une nouvelle fois. Cette semaine, notre tour de l'actualité internationale nous transporte en Espagne, où le Premier ministre Mariano Rajoy risque de perdre le pouvoir. En effet, le Parlement espagnol, en débat depuis ce jeudi matin 9h, a décidé de destituer Mariano Rajoy de ses fonctions de Premier ministre espagnol. Le sort de Mariano Rajoy pourrait être scellé vendredi 1er juin à Madrid vers midi. À l'issue d'une journée de débat parlementaire houleux, une majorité absolue de députés espagnols sont sur le point de voter une motion de censure déposée par le Parti socialiste espagnol PSOE contre le Premier ministre, affaibli par un scandale de corruption. Longtemps indécis, le Parti nationaliste basque, PNV, a apporté son soutien à l'initiative, fragilisant encore un peu plus le chef du gouvernement, au pouvoir depuis 2011, comme nous explique ce jeudi le journal Le Monde.
comment se déroule le processus ? En Espagne, les motions de censure sont constructives, c'est-à-dire que pour faire tomber l'actuel chef du gouvernement, la majorité absolue des députés doit accorder sa confiance à un autre candidat. Pedro Sánchez doit donc rassembler le vote de 176 des 350 députés au terme du débat, qui a commencé jeudi 31 mai à 9h et se finira vendredi midi s'il veut remplacer Mariano Rajoy. Et alors, qui soutient Pedro Sánchez ? Pour le journal du dimanche, il y a des moments où la politique ne fait pas très envie, tellement le spectacle qu'elle offre est désolant. Pedro Sánchez, malgré sa jeunesse, 46 ans, est en quelque sorte un ressuscité de la politique espagnole, en l'occurrence du PSOE, Parti socialiste ouvrier espagnol, formation historique fondée en 1879. Un parti qui, depuis le retour de la démocratie, après la mort du dictateur Francisco Franco, a gouverné l'Espagne de 1982 à 1996, puis de 2004 à 2011. En 2015, Pedro Sánchez est poussé à la démission par les barons du parti. Le PSOE est alors en pleine crise. Mais Pedro Sánchez revient en force en remportant les primaires de 2017. Repris alors par le quotidien El País, il évoque son ferme engagement à unir à nouveau le parti, comme nous explique aujourd'hui Courrier International. Face au Parti populaire qui compte 137 députés, Pedro Sánchez avec ses 84 députés aura besoin du soutien de nombreuses petites formations qu'il semble pouvoir obtenir. Le doute qui subsistait mercredi 30 mai était le vote du parti charnière, le parti nationaliste basque, qui gouverne dans la région autonome basque et compte 5 députés à Madrid. Ainsi, le budget 2018 récemment approuvé prévoyait 530 millions d'euros d'investissement dans la région. Dans son discours jeudi matin, Pedro Sánchez a annoncé qu'il respecterait le budget de Rajoy, pas plus pas moins, s'il remportait la motion de censure, rapporte le site internet du quotidien El País, d'où la motion de censure débattue ce jeudi et qui doit être votée vendredi. Sauf que ce n'est pas une petite affaire et que le Parti socialiste lui-même n'a pas les voix pour y parvenir. Il faudrait qu'il soit rejoint par l'extrême gauche de Podemos et par les élus indépendantistes de Catalogne et du Pays Basque. Or, les Catalans estiment qu'un gouvernement socialiste ne changerait pas la donne sur leur aspiration indépendantiste dans la mesure où le PSOE reste favorable à la tutelle de l'Espagne sur la Catalogne. Que peut faire Mariano Rajoy ? Pour le quotidien Le Monde, Mariano Rajoy a perdu tout espoir de retourner la situation. Il s'est absenté du débat durant l'après-midi. Il ne lui reste qu'une possibilité, démissionner avant qu'il ne se déroule le vote de vendredi. Il pourrait alors rester au pouvoir jusqu'à ce qu'un candidat capable de remporter la majorité soit désigné pour le remplacer. En cas d'échec et de blocage, des élections seraient convoquées dans les 2 mois. Alors que les analystes politiques donnaient en début de semaine très peu de chance à cette motion, le vent a donc tourné à Madrid pour M. Rajoy, 63 ans, à la tête du gouvernement depuis 2011, et qui avait survécu à plusieurs crises politiques. Il devrait vivre de ces dernières heures au sommet du pouvoir. Votre isolement, monsieur Rajoy, constitue l'épitaphe d'une période politique, la vôtre, qui est déjà finie, lui avait ainsi lancé monsieur Sánchez. Quant à moi, à l'instar des ères politiques, c'est ainsi que s'achève ma revue de presse. Je vous souhaite une excellente semaine et un bon début de week-end. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir Michael, à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Et puis, alors avant de retrouver Gaëtan Hellmans pour les coulisses de l'info, je voulais vous parler d'une dernière actualité qui nous est parue avant que nous enregistrions cette émission. Ce sont les États-Unis qui lancent, ça y est, officiellement leur guerre commerciale face à l'Union européenne. Plus que depuis ce vendredi 1er juin, les taxes d'acier et d'aluminium importées par l'Union européenne sont même désormais taxées. Une manière en tout cas de déclarer la guerre commerciale. C'est donc Donald Trump qui a confirmé cela ce jeudi 31 mai en milieu d'après-midi. Des taxes qui seront imposées à hauteur de 25% sur les exportations européennes d'acier et de 10% sur celles d'aluminium. Les Canadiens et les Mexicains, autres alliés proches des États-Unis et partenaires commerciaux de première importance, seront eux traités de la même enseigne. Et c'est ça qui est en tout cas intéressant, c'est de voir l'isolement diplomatique et international avec lequel Donald Trump souhaite jouer. Voilà donc ce que nous pouvions dire sur l'essentiel de l'actualité de ce début de semaine. On va continuer à présent à parler de l'actualité. On va revenir sur Pierre Bellemare. Les obsèques avaient lieu ce jeudi 31 mai. Gaëtan Hellmans reviendra sur le parcours et la vie médiatique de Pierre Bellemare. Et puis 2 grands reportages en Turquie où Alexandre Biette a pu constater le pari du nucléaire. 32e pays à utiliser l'énergie nucléaire pour produire l'électricité. Puis juste avant ce reportage, ce sera un reportage à Évry-sur-Seine en banlieue parisienne
où, eh bien vous le verrez, Carole Sauvage a pu constater la présence d'écoles venues d'enfants d'ailleurs, des écoles donc spécialement dédiées aux enfants venus d'ailleurs. Vous restez donc bien avec nous sur C'est l'Info et sur le www.c-l'info.fr, c'est la suite de votre podcast. Les coulisses de l'info, Gaëtan Helmans. Les coulisses de l'info avec Gaëtan Helmans. Bonjour Gaëtan. Bonjour Martin. Bonjour à toutes et à tous. Eh ouais Gaëtan, on l'a appris dimanche dernier, Pierre Bellemare nous a quittés à l'âge de 88 ans. Grand homme de la radio et de la télévision, plus de 50 ans de carrière, conteur hors pair, nul autre que lui avait en tout cas le don de raconter des histoires haletantes. On va retracer sa carrière avec vous. Pierre Bellemare est né le 21 octobre 1929 à Boulogne-Billancourt. Son papa s'appelait également Pierre Bellemare. Il était prisonnier durant la Première Guerre mondiale et ensuite vendeur de livres anciens, fan de poésie et de musique. Sa maman Claudia Clément était couturière à Montmartre. Il avait deux sœurs, Jacqueline, décédée en 1995, et Christiane, décédée en 1934 d'une psicie, une forme de tuberculose. Sa maman décède alors qu'il n'a que 17 ans des suites d'une sclérose en plaques. Il n'a pas son bac et rencontre sa première épouse au lycée. Il a eu une fille et un fils, Françoise Louise Bellemare, qui est avocate au barreau de Paris, et Pierre Dostel, né Pierre Bellemare également, comme son père. Pour éviter toute confusion, il a pris le nom de jeune fille d'une arrière-grand-mère paternelle. Lui aussi est d'ailleurs animateur de télé et principalement sur M6 Boutique. Oui, qu'en était-il également de sa carrière médiatique, la carrière médiatique de Pierre Bellemare, je le rappelle. Son premier travail en 1947 était déjà dans le domaine des médias où il devient l'assistant de son beau-frère Pierre Higel dans une maison de production pour Radio Luxembourg. C'est alors qu'il découvre son futur métier. Un an plus tard, il arrive à la radiodiffusion française comme technicien auxiliaire et il rencontre un certain Jacques Antoine, célèbre créateur de jeux. Il commence l'animation d'un jeu à la radio en 1950 et son premier jeu télévisé en 1954 sous le nom de Télématch. C'est lui aussi qui importe le prompteur tout droit venu des États-Unis après un voyage sur place. Ensuite, il enchaînera beaucoup d'animations, de productions, d'émissions telles que La Caméra Invisible, Rien que la vérité et bien d'autres, tant en télé qu'en radio, entre 1954 et 1986. Dès 1988, il est chroniqueur dans beaucoup d'émissions, dont dès 1992 Coucou c'est nous, de Christophe de Chavannes, où il raconte des histoires extraordinaires. Il continuera dans le même registre avec les fameuses enquêtes impossibles sur les chaînes du groupe AB, RTL 9 et AB3 principalement. Il a été aussi sociétaire pour les grosses têtes de Philippe Bouvard entre 1992 et 2013. Enfin, il participa à l'émission de Cyril Hanouna, Les Pieds dans le Plat, sur Europe 1. Oui, et dans sa grande carrière, c'est aussi lui qui a créé le téléachat sur TF1. En 1986, il crée le premier programme de téléachat français sur TF1, le magazine de l'objet, ensuite Téléshopping, qui est toujours diffusé d'ailleurs, qu'il anime avec Maryse Corson jusqu'en 1994. Il va plus loin en 1998 en créant la première chaîne dédiée au téléachat en Belgique à Gosselies avec LTA qui deviendra M6 Boutique en 2002. Depuis, son fils Pierre Dostel anime aussi des programmes de téléachat depuis 1988. Il a également écrit 80 livres sur le thème des faits divers qui se sont écoulés à plus de 10 millions d'exemplaires. Et à l'instar d'autres stars qui ont fait les grandes heures d'Europe 1, Pierre Bellemare a aussi un studio à son nom. Merci beaucoup mon cher Gaëtan, rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. Alors en tout cas évidemment l'actualité médiatique a été extrêmement chargée cette semaine en raison principalement de l'attribution des droits télévisuels pour la période 2020-2024, les droits télé de la Ligue 1 qui ont dépassé le milliard d'euros annuel et qui ont été obtenus en majorité, en tout cas 8 matchs sur 10 par le groupe espagnol Mediapro. beIN Sport lui
conserve 2 matchs, celui du samedi à 21h et du dimanche à 17h. Free rentre également dans la bataille en obtenant le lot numérique, lui permettant de diffuser en différé les meilleurs moments de chaque match. Le grand perdant de cet appel d'offres qui était organisé mardi, c'est en tout cas Canal+. Canal+ qui était le partenaire historique de la Ligue 1 depuis 1984 et le premier match de l'AS Monaco face à Nantes qui était commenté par Michel Denisot. Voilà donc en tout cas le coup de tonnerre auquel le monde médiatique a aussi fait face cette semaine en plus de la mort de Pierre Bellemare. Gaëtan, en tout cas en attendant je vous dis à la semaine prochaine, on verra d'ici là quels sont les autres sujets qui ont marqué la planète médiatique. À la semaine prochaine Gaëtan. Merci Martin, à la semaine prochaine. Allez, à présent, on va retrouver grand reportage avec 2 reportages aujourd'hui. Dans quelques instants, nous vous emmènerons en Turquie. Mais avant cela, nous partons à Ivry-sur-Seine, en banlieue parisienne, où un centre d'hébergement d'urgence accueille depuis janvier 2017 400 personnes quotidiennement. Des mères, des pères qui ont fui leur pays avec leurs enfants pour demander l'asile en France. C'est en tout cas pour ces derniers que l'Éducation nationale a ouvert une école dans le centre même. Un lieu de passage pour ces enfants, le temps que la situation de leur famille se régularise, où ils y apprennent le français, mais surtout où ils acquièrent les clés qui leur permettront un jour d'intégrer une classe ordinaire. Reportage de Carole Sauvage. Donc là, il est 9h. Je sonne, j'essaye de parcourir le centre pour pas oublier d'enfants et pour les faire se presser un petit peu. Il y en a certains qui sont au petit déjeuner. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ça va bien. Oui? Vas-y, on t'attend là-bas. Et donc on va les chercher, même quelques fois dans les chambres. C'est-à-dire qu'on frappe. Puis s'ils ne sont pas réveillés, on leur dit que l'école est obligatoire et qu'il faut qu'ils se lèvent. On sait qui a des rendez-vous médicaux par exemple, et donc ceux-là on ne les dérange pas évidemment. Alors je vais aller voir dans les yourtes. Stéphane Parou est directeur de l'établissement. Chaque matin, lui et son équipe enseignante vont toquer aux chambres et aux yourtes du centre pour chercher les enfants qui sont en retard à l'école. Mais face aux parents, la langue peut parfois être un obstacle. Hein? لا ما تروح على الظهر ساعة واحدة Je comprends pas. ساعة واحدة. Ah d'accord. D'accord. Elle viendra demain. Il y a des nouveaux élèves et donc il faut qu'on les teste. Et donc on va les tester aujourd'hui. Allez, bonjour, bah, là. Comment vas-tu? Bonjour. Ça va? Allez, vas-y, dépêche-toi. Les autres, tes frères et sœurs, ils sont déjà tous là-bas? D'accord. Que vous les testiez, ça veut dire quoi? Tester leur niveau scolaire pour savoir dans quel groupe ils vont aller ensuite. Et donc on organise notamment s'ils ont été scolarisés antérieurement ou pas. Il y a quelques retardataires. Ils cavalent dans le centre. On les reconnaît en fait grâce au sac vert. Ils ont des nouveaux cartables. Mais c'est des cartables, c'est un don. Et donc pour nous c'est assez pratique parce que ces cartables sont verts, on les voit de loin. Donc on voit très bien les élèves qui sont en train de cavaler et qui sont un peu en retard. La cloche, les cartables verts, l'alphabet et les dessins collés au mur, on se croirait presque dans une école ordinaire. Sauf que l'on se trouve dans un centre d'accueil qui héberge des familles migrantes. Notre guide du jour, Stéphane Parou, est coordinateur au CASNAV, au Centre académique pour la scolarisation des nouveaux arrivés et des enfants du voyage. Il est celui qui a piloté de A à Z la création de cet établissement scolaire unique en France. On est dans une école donc, qui est en préfabriqué, qui a été construite entre avril et mai l'année dernière. Et depuis, en fait, on a instauré 4 classes avec une salle des maîtres des professeurs, un coin effectivement bibliothèque, une petite salle informatique. Et donc, quand on marche dans les couloirs, on entend des bruits de classe qu'on peut entendre dans toutes les écoles en France. Et là, on est très content, c'est-à-dire que cette école fonctionne exactement de la même manière. Et à côté de ça, la particularité, c'est qu'on a réparti les groupes classes d'une autre manière que dans l'éducation nationale, puisqu'on a créé 4 groupes. Un groupe pour les 6-7 ans, un groupe pour les 8-12 ans qui ont été bien scolarisés, un autre groupe pour les 8-12 ans non scolarisés antérieurement, et le dernier groupe, 13-17 ans, donc plutôt âge collège-lycée. Mais on n'a pas du tout fait attention, par exemple, à la séparation entre école élémentaire et collège.
Et parce que ça tient aussi vraiment au public qu'on accueille ici. Et pourquoi c'était important que l'école soit intégrée comme ça au centre ? Soit on crée une école à l'intérieur du centre, soit on mettait les élèves dans des classes ordinaires ou des UPE2A, des classes pour non-francophones, à l'extérieur, c'est-à-dire dans les villes d'Ivry ou de Vitry par exemple. Sauf qu'il y a plusieurs facteurs qui nous ont fait pencher pour cette solution-là, puisque les classes d'Ivry étaient surchargées, l'équipe n'aurait pas pu travailler ensemble, et en plus, le flux des élèves fait que, comme ils restent ici en moyenne 1 mois et demi, ça aurait été très difficile pour nous de gérer l'ensemble de ces paramètres. Donc c'était beaucoup plus simple de créer une école ici. Et puis après, il y a tout de suite une vie qui se crée. C'est plutôt en fait nous qui arrivons chez eux que le contraire. Et ça, c'est quand même très très valorisant pour eux. Alors qu'on n'aurait pas eu cette atmosphère-là s'ils avaient été un peu disséminés dans Ivry ou Vitry. Amar, qu'est-ce qu'il y a ? Bah tiens, viens dans la classe. Je vais te le mettre dans la classe. Viens. On va commencer. On se met sur le banc. Elam, Arij, on se met sur le banc et je vais venir vous appeler au fur et à mesure pour venir écrire votre nom. Les enfants viennent en majorité d'Afghanistan, du Soudan, d'Irak ou de Syrie. Ils ont fui avec leurs parents la guerre ou la famine, et pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils côtoient les bancs de l'école. Résultat, ils doivent tout apprendre, à commencer par parler le français, mais surtout à rester assis, à lever la main pour prendre la parole, à écrire sur une ligne ou tout simplement à tenir un crayon. Mais pour les élèves de Mélanie Esnay, ce n'est pas chose facile. Il n'est que 9h10 et ils sont déjà agités. Elle est institutrice et s'occupe des plus petits. Alors, qu'est-ce qu'elle fait Asma là ? Va t'asseoir Asma. Elle écrit son prénom. Ça c'est Asma. Elle s'appelle Asma. Ça c'est son prénom. C'est quelle lettre ? A. S. M. A. D'accord ? Amar. Et Amar alors ? Tu le poses le livre ? Amar, tu vas écouter ? On écoute et tu poses le livre et tu regardes. Il y a 5 lettres dans Amar. A-M-M-A-R. Ça c'est Amar. Il est où le A ? Allez, fais-moi un beau A. Parce que là tu l'écris un peu en arabe. On l'écrit en français ? Après avoir écrit son prénom, puis la date, place à la leçon du jour. Apprendre à se dessiner. Les 5 élèves s'essayent à l'autoportrait sous le regard bienveillant de leur professeur. Tu dessines tes cheveux aussi, mais c'est bien ça. Ça sert à quoi ? En fait, on va travailler sur le portrait et c'est un préambule. D'accord. Par rapport à ça et puis c'est une représentation d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas du tout. Donc, et alors que ça se travaille à la maternelle. Pourquoi ils n'ont pas la représentation ? Parce qu'ils sont pas dans cette démarche de dessiner ce qu'ils voient dans la démarche du dessin en fait, de la représentation. J'ai fini. Asma, par exemple, avant, elle se dessinait avec des oreilles d'ours et tout. Et là, c'est une vraie petite fille. Il est super ton bonhomme. C'est super, Asma. Tu veux mettre des couleurs ? Ou sinon, ici, t'écris « Bonjour, moi, c'est Asma ». C'est intéressant comme exercice, de voir que demander à un enfant de se dessiner, ça, on apprend beaucoup sur leur représentation du monde, d'eux-mêmes, des choses. Asma, les sourcils froncés, l'air appliqué, se débrouille comme une chef. Alors Amar, c'est plus difficile. Ce qui est visiblement moins le cas d'Amar. Le jeune Syrien ne fait que gribouiller sa feuille en rouge. C'est Amar ? C'est le petit chapeau rond rouge ? Tu dessines Amar là, t'essayes de dessiner Amar ? Avec les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, les cheveux. Amar, je pense que c'est de l'ordre du traumatisme. C'est un enfant qui a vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir, je pense, et qui du coup est choqué. C'est pour ça que tout à l'heure, le portrait, je me suis pas arrêtée sur lui, j'ai pas insisté, parce que déjà d'être là, c'est compliqué, mais en plus, si on lui demande de faire des choses, déjà d'être là avec les autres, se sentir en sécurité, avec le temps, les choses vont se déverrouiller, je pense. L'éducation, en tout cas, c'est un moyen de montrer le chemin. Enfin, je crois qu'en latin, ça veut dire educare, ça veut dire mettre sur le chemin. Et ouais, les mettre sur le chemin d'une stabilité, les mettre sur le chemin de quelque chose d'un peu plus paisible. Fini. Ouais, c'est fini, Amar ? D'accord. De toute façon, on va aller en récréation, les enfants. Si, les crayons, c'est là. Merci. On va dehors, Amar. Allez.
10h20, l'heure de la récréation. Asma et ses copains sortent corde à sauter et ballon de foot. L'école est pour eux avant tout un cocon où ils peuvent rire librement, créer des amitiés. Elle leur offre cette part d'insouciance qu'ils n'ont jamais eue. C'est ce que nous explique Stéphane Parou, le directeur de l'établissement. L'école, là, c'est le moment le plus important peut-être de leur vie. Parce que c'est là où ils vont vraiment pouvoir regarder pour la première fois depuis des mois sereinement l'avenir. C'est-à-dire qu'ils vont avoir le temps de se poser, d'apprendre, de s'occuper d'eux, parce qu'ils sont souvent, comme sont eux qui parlent le mieux la langue du pays d'accueil, sont souvent eux qui traduisent, qui vont dans les réunions, dans les rencontres, dans les rendez-vous de préfecture, par exemple, pour traduire à leurs parents. Et nous, notre position est très claire, c'est de dire, bah non, c'est pas à vous de le faire, on va embaucher des traducteurs pour aller avec vos parents, mais vous êtes à votre position, vous gardez votre position d'enfant, qui grandit et qui a besoin pour s'épanouir, de vivre pleinement son enfance et son adolescence. Un jeune se met à l'écart lors de la récréation pour surfer sur Internet. Banoula vient d'Afghanistan, il a 16 ans et est arrivé au centre d'Ivry il y a 6 mois avec ses parents, ses 3 petits frères et ses 2 sœurs cadettes. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a appris très vite le français, même si lui dit le contraire. C'est un petit peu difficile pour moi parce que quand j'écris quelque chose, je lis l'autre chose. Et comme la chaise, l'ordinateur, la table, le crayon, là, c'est un peu difficile pour moi, masculin et féminin. J'aime mon école, tous mes professeurs, mon directeur, mon père, il dit, tu as 2 pères. Un, c'est moi et l'autre est ton professeur. Je vais trouver l'argent pour toi, mais ton professeur, il va te donner knowledge, comment on dit en français? Connaissance. Oui, connaissance. Oui. Tu lui apprends le français ou... Oui, moi, j'essayais toutes les nuits, par 1 heure, je travaillais avec... Et le fait que comme ça, que vous dormiez à 8 dans la même chambre, ça va? Oui, ça va, parce que centre, c'est comme une famille. Mais c'est difficile pour moi, je ne peux pas parler avec quelqu'un. Et je n'ai pas mes amis aussi. Oui. Tu as encore de la famille en Afghanistan? Oui. Ouais. Un jour, tu penses que tu retourneras là-bas? Moi, je veux. Parce qu'Afghanistan, c'est mon pays. Afghanistan, c'est comme ma mère. Et Inch'Allah, je vais serve. Comment on dit? Serve. Serve? Serve. I will serve my society. Oui. Servir. Oui, je vais servir. Oui. Pour les enfants du centre, évoquer leur passé reste un exercice compliqué. Leurs professeurs s'y refusent d'ailleurs. L'enseignant Pavel Garcia nous explique pourquoi, tout en gardant un œil par la fenêtre sur la cour de récréation. J'ai 2 enfants qui sont suivis par des psys, parce qu'ils entendent des bombes, concrètement. Ils ont encore des peurs, ils étaient enfermés pendant les bombardements, c'est des Libyens. Dans ta classe en ce moment? Oui. Comment tu t'en es rendu compte? C'est le père qui est venu me voir au début. Et c'est préférable, parce que dans les différentes pathologies ou traumatismes qu'il peut avoir, on ne sait jamais si ça peut prendre une façon violente, par exemple, vis-à-vis des autres, ou même vis-à-vis de lui-même. Tu ne sais pas. Arrive, descends. Elle monte sur le grillage là? Oui, en plus elle a de l'expérience. On avait fait une piñata à la sortie des vacances. J'avais mis la corde accrochée. Je suis parti 2 minutes, je suis revenu, elle était plus là. Enfin, bref. Et tu connais leur parcours ou... Non. Non, je ne pose pas de questions. Ne pose pas de questions à moins que ce soit nécessaire, que ce soit pour voir si ça bloque en termes administratifs, mais c'est un peu comme une classe d'accueil. Il ne faut pas trop poser de questions parce que tu ne sais pas ce que tu peux réveiller. Les relations entre les parents et les professeurs, elles sont présentes? Je dirais qu'on les voit très peu, les parents, mis à part certains cas. Ça a plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un premier point de repos ici. Rien qu'imaginer ce que ça peut être que de faire un parcours où tu dois tout le temps te cacher de tout le monde, de la police, enfin bref. Je suppose qu'avoir un enfant ou un ado dans ces conditions-là, ça doit être une crise permanente, quoi, de dire c'est ma responsabilité, il ne faut pas qu'il meure.
Donc ils arrivent ici, ils se trouvent un premier lieu sécurisé où les enfants ne peuvent pas sortir. Là-dessus, la confiance est aveugle. Une confiance que Stéphane Parou essaye d'instaurer dès leur arrivée dans le centre. C'est pourquoi il attend dans la bibliothèque les parents des nouveaux élèves pour leur présenter l'école. On réalise chaque semaine une rencontre avec eux. Je leur explique le fonctionnement de l'école, les ressemblances avec les autres écoles de la République française et les règles. Notamment, par exemple, le port du voile, la laïcité, le port des vêtements. Par exemple, on ne vient pas à l'école en chaussons, alors qu'ils habitent juste à côté, c'est leur lieu d'habitation, mais on leur dit qu'on n'accepte pas les élèves en chaussons comme on n'accepte pas les élèves avec des casquettes. On leur explique, bien sûr, on répond à toutes leurs questions. Et ensuite, il y a un troisième temps où, dès qu'il y a un problème, on leur explique bien qu'ils doivent justifier s'il y a une absence ou un rendez-vous médical, un rendez-vous en préfecture, qui viennent prévenir les profs pour que l'absence soit justifiée. Voilà. Et est-ce qu'il y a des incompréhensions parfois ? Oui, il y a quelquefois, non pas des incompréhensions, mais des interrogations sur des points qui nous paraissent, nous, évidents. J'ai parlé du voile, par exemple, donc je leur explique qu'effectivement, on ne peut pas accepter les jeunes filles voilées, même si on comprend très très bien que c'est une tradition, que c'est une valorisation aussi de la jeune fille qui devient plutôt femme à ce moment-là. Mais c'est pas possible dans l'école de la République française, et comme cette école et comme les autres écoles, les jeunes filles vont devoir s'habituer à cette règle-là. J'ai eu par exemple 2 pères une fois qui ne sont pas du tout opposés à cette règle-là, mais qui m'ont dit « Ah bon, c'est curieux, bon ma fille ira pas à l'école alors ». Alors je leur ai dit « Mais pourquoi elle ne viendra pas à l'école ?» Parce que voilà, elle est voilée, donc elle ne pourra pas venir à l'école puisque vous me dites qu'elle ne doit pas avoir son voile et que c'est pas possible. Et alors je lui ai répondu très gentiment que si elle viendra à l'école parce que l'école est obligatoire, mais qu'on allait discuter avec elle pour qu'elle retire progressivement même son voile. Et le père m'a dit « Ah bah si c'est comme ça, alors d'accord ». Et donc, en fait, on voyait que ce n'était pas du tout une position ni religieuse dogmatique, par exemple, ni sectaire. C'était simplement qu'il trouvait ça très curieux qu'on procède de cette manière-là. Bonjour. Bonjour. Un jeune couple se présente avec quelques minutes de retard. Ils ont 2 enfants et viennent tout juste d'arriver d'Arabie Saoudite. How many children do you have? Dans un anglais approximatif, Stéphane Parou leur explique comment fonctionne l'établissement. Seule leur fille, Mariam, qui a 7 ans, pourra être scolarisée. Son petit frère, lui, n'a pas encore 6 ans, l'âge minimum pour entrer dans cette école. Comment tu dis ? Bonjour. Bonjour. Ça va ? Et on dit oui. Ça va. Stéphane Parou pose des questions simples à Mariam pour évaluer son niveau de français. Très bien, on recommence. Bonjour. Ça va ? Ça va. Oui, ça va. Oui. Answer oui. Non. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Mariam. Les liens parents-enfants sont souvent abîmés, ce qui est parfaitement compréhensible pour Juan Bogino, le psychothérapeute de l'établissement. Il vient le mardi après-midi, une fois par mois, pour rencontrer les professeurs et discuter des cas difficiles dans leur classe. Les échanges étant confidentiels, nous n'avons pas assisté à cette réunion, mais Juan Bogino organise aussi chaque semaine des thérapies collectives entre pères, mères et enfants, avec pour objectif principal de recréer un dialogue au sein des familles. Dans le sens que les adultes, que les enfants étaient acteurs, pas tout le temps. Ils se sont vus agressés par des adultes. Donc toutes ces places que nous considérons comme établies sont complètement bouleversées. On peut le voir dans les rapports à l'école, dans les rapports aux professeurs. Est-ce qu'il y a une loi ? Ou est-ce que la loi n'existe plus pour eux ? Pourquoi apprendre ? Pourquoi continuer à vivre, par exemple ? Et ça sont des questions qui apparaissent et elles sont liées à ces parcours redoutables, des traumatiques. Il ne faut pas oublier qu'un certain nombre d'entre eux ont été persécutés dans leur pays d'origine aussi. Croire que ces élèves grandissent plus vite que la moyenne, sous prétexte des épreuves qu'ils ont traversées, est une erreur pour le psychothérapeute. Ce sont avant tout des enfants. Ils ont grandi très vite, trop vite, mais pas partout. C'est-à-dire qu'il y a des aspects de leur vie qui ont mûri parce qu'ils ont vu des choses que nous n'avons pas vues à leur âge. Ils ont traversé des situations qui n'étaient pas prévues à traverser. Mais ils restent quand même très fragiles. Donc il ne faut pas confondre cette hyper-maturité avec une maturité réelle. Il y a une image qui est celle d'un fruit. Un fruit, quand vous tapez dessus, il tombe, on tape. Cette partie-là mûrit beaucoup plus vite. Mais le fruit, il pourrit. Donc c'est cette idée qu'on peut avoir des aspects de sa vie qui ont mûri trop vite,
Mais c'est pas pour ça que c'est harmonieux. Ils sont d'une manière disharmonique. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. C'est pas une maturité, c'est une manière de survivre face à des situations qu'ils comprennent parfois pas très bien. Donc toute l'histoire, c'est qu'ils reviennent à leur place d'enfant. Et c'est probablement ce qui se passe ici. C'est les ramener à vivre à nouveau en tant qu'enfant. Depuis son ouverture en janvier 2017, l'école a offert un cadre de vie à plus de 300 enfants en attendant qu'ils soient intégrés dans une classe plus ordinaire. À l'école des enfants venus d'ailleurs, un grand reportage de Carole Sauvage, réalisation Pierre Chaffanjou. Allez, à présent, donc, comme promis, on va parler de la Turquie, puisqu'il y a dans le monde 31 pays qui utilisent aujourd'hui l'énergie nucléaire pour produire de l'électricité. Et il devrait bientôt y en avoir 32 dans ce club. Pourquoi ? Eh bien parce que la Turquie vient de lancer la construction de sa première centrale nucléaire, celle d'Akiyu, qui devrait entrer en activité en 2023. Un projet cher aux yeux du président Recep Tayyip Erdogan, qui en fait un symbole de puissance nationale, même si ce sont en fait les Russes qui sont aux manettes pour la construction de ce projet pharaonique. D'ailleurs, Vladimir Poutine est venu inaugurer en grande pompe le chantier en avril aux côtés de Recep Tayyip Erdogan. Mais le projet rencontre aussi une opposition des opposants qui veulent faire à tout prix interrompre ce chantier. Pas facile alors que la Turquie, de plus en plus autoritaire du président Erdogan, est sous état d'urgence depuis presque 2 ans. Turquie, le pari du nucléaire, un grand reportage d'Alexandre Billette et Céline Pierre Magani. Güçlü bir Türkiye için Türkiye şimdi temiz ve bağımsız enerji istiyor. Türkiye enerjide nükleer güç istiyor. Pour un pays fort, pour une indépendance énergétique et pour une énergie propre, la Turquie veut le nucléaire. C'est le sens de cette publicité diffusée dans les médias ces derniers mois. C'est aussi le mantra des autorités turques depuis plusieurs années. Il faut dire que le pays a des besoins de plus en plus importants, explosion démographique, croissance industrielle, urbanisation. La Turquie de Recep Tayyip Erdogan a de grandes ambitions et depuis quelques années, la stratégie énergétique est au cœur de sa politique économique. Stratégie énergétique et aussi nucléaire, alors que la Turquie a toujours voulu faire partie du club de l'atome, mais sans succès jusqu'à présent, comme l'explique l'ancien diplomate Mehmet Öğütçü. Turkey has for decades La Turquie veut des centrales nucléaires depuis des décennies. Elle a tenté d'en obtenir à plusieurs reprises avec les Américains, avec les Français, avec les Canadiens, mais ça n'a jamais marché. Et à mon avis, il y avait surtout une inquiétude, que ce soit le premier pas non seulement vers une industrie nucléaire civile, mais que le pays devienne aussi une puissance militaire nucléaire. Mais si la Turquie veut devenir l'une des plus grandes économies de la planète et l'une des plus concurrentielles, il faut que son industrie énergétique soit en mesure d'y faire face. Et la Turquie est, en particulier pour l'énergie fossile, un pays très pauvre. Nous devons importer 98% de notre gaz naturel, 93% de notre pétrole. Alors pour la Turquie, la sécurité de notre approvisionnement n'est pas qu'une question d'énergie, mais aussi de sécurité nationale. Et s'il y a le moindre dérèglement, ça ne va pas seulement affaiblir l'économie, ça va sérieusement déséquilibrer le pays. Any disruption will not only weaken the economy, but it will seriously disrupt the whole country. Sécuriser le pays en diversifiant les ressources énergétiques, c'est donc l'objectif principal du pouvoir turc, avec une échéance incontournable, 2023, dans 5 ans, l'année du 100e anniversaire de la République, l'année qui est aussi évoquée sans cesse par Recep Tayyip Erdogan comme celle de la naissance de sa nouvelle Turquie. Une Turquie pieuse, prospère et indépendante, c'est au cœur du discours nationaliste aujourd'hui à Ankara. Et en matière d'autonomie énergétique, le pouvoir turc veut viser haut. Mais le pays prend-il la bonne voie ? Pas si sûr, selon Olgun Sakarya, de la Chambre professionnelle des ingénieurs électriques. Soyons clairs, nous estimons que l'offre énergétique est largement suffisante. Même, selon un rapport officiel, dans le pire des scénarios, dans 3 ans, notre capacité de production sera de plus de 100 000 MW.
Même les chiffres officiels démontrent que nous n'avons pas de problème d'un point de vue de l'offre. C'est pour cela que la construction d'une centrale nucléaire n'est pas dans l'intérêt public. Et le nucléaire ne va pas réduire notre dépendance à l'extérieur. Nous n'avons ni la technologie, ni l'uranium, ni le personnel adéquat. Ce sont les Russes qui vont travailler pour la centrale d'Akkuyu. Donc, en plus de notre dépendance à la Russie pour le gaz naturel et le pétrole, va s'ajouter celle pour le nucléaire. Ce n'est pas uniquement une diversification des ressources énergétiques qui est nécessaire, il faut aussi diversifier nos pays fournisseurs. C'est peut-être là le talon d'Achille du projet nucléaire turc, puisque la première centrale nucléaire du pays, la centrale d'Akkuyu, qui doit commencer à produire de l'électricité justement en 2023, sera en effet construite par les Russes de l'entreprise Rosatom. Car il est déjà loin le temps de la crise entre Moscou et Ankara. C'était en novembre 2015 quand l'armée turque avait abattu un avion russe à la frontière syrienne. Mais aujourd'hui, les deux leaders sont réconciliés, les deux capitales affichent leur bonne entente. Les intérêts économiques et diplomatiques sont trop importants. D'ailleurs, c'est en présence de Vladimir Poutine en personne et avec tout le faste de la garde d'honneur que Recep Tayyip Erdogan a inauguré début avril ce projet de centrale nucléaire lors d'une cérémonie très officielle à Ankara. Grand merci à tous. Monsieur l'ingénieur, vous êtes aux manettes, vous pouvez appuyer sur le bouton, vous avez notre feu vert. Ya Allah, Bismillah. Direction Akkuyu justement, au sud du pays, au bord de la mer Méditerranée, pas très loin d'ailleurs des stations balnéaires où les Russes sont de retour, très nombreux depuis que la crise diplomatique a pris fin. Et pas très loin des plages, mais ce hameau de Büyükeceli à côté de la future centrale, c'est surtout un petit village poussiéreux et sans âme, avec une particularité quand même, l'affichage en russe sur certains commerces, parce que les ingénieurs et leurs familles sont arrivés de Moscou. Impossible de leur parler, ils habitent dans des logements sur le site fermé de la centrale, à l'abri des regards des villageois. Et dans le village, justement, officiellement, la plupart des habitants sont pour le projet. Hors micro, l'administrateur local vante les avantages économiques de la centrale. Il espère même une université sur place pour former les futurs techniciens. Mais il préfère tout de même ne pas donner d'interview, peut-être parce que les choses sont un peu plus compliquées pour les riverains qui se retrouvent au café du village. Ali veut bien en parler, mais discrètement. Pourtant, il n'est pas contre le projet, mais il se pose quand même plusieurs questions. Avec le temps, les gens ont arrêté de s'opposer au projet. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de travail ici, mais les possibilités d'emploi se sont multipliées avec la centrale, donc les gens reviennent. Mais quand j'y pense, si ce qu'on dit est vrai, vous savez, moi j'ai pas beaucoup voyagé, je sais pas grand-chose, mais s'il y a des centrales dans plein de pays, s'il n'y a pas de morts et pas de fuites radioactives, alors pourquoi pas ici? Par contre, il y a un truc qui m'inquiète, c'est cette histoire au Japon, Fukushima. Ils disent qu'il y avait une faille sismique à 250 km de la centrale qui a provoqué un accident. Ici aussi, c'est une zone sismique. La faille, elle est à 140 km, à Mersin. Mersin, 1 million d'habitants à 1 heure de voiture de la future centrale. C'est ici que les autorités ont ouvert un centre d'information sur le projet pour vanter les mérites de l'énergie nucléaire. Un centre d'information qui ne semble pas très populaire puisque c'est un gardien qui vient rallumer les lumières de la salle d'exposition qui présente les projets de Rosatom en Russie et dans les pays ex-soviétiques.
et des maquettes de la future centrale d'Akkuyu. C'est aussi à Mersin, notamment devant ce centre d'information, que des manifestations contre le nucléaire ont eu lieu ces dernières années et que des mouvements contre le projet de centrale nucléaire ont été mis sur pied, comme celui de Sabahat Aslan, par exemple, présidente de l'association contre le nucléaire. Ils veulent utiliser l'eau de mer pour refroidir les circuits de la centrale. Nous savons que la température de l'eau va alors augmenter de 2 à 6 degrés. Cette technique engendre de la vapeur d'eau qui va modifier le climat de la région et qui viendra s'ajouter au réchauffement climatique. L'augmentation de la température va également avoir un impact sur l'agriculture. Et qu'est-ce qui pousse dans notre région? Des fraises qui sont réputées pour leur qualité dans tout le pays. Les changements atmosphériques risquent d'empêcher la poursuite de ce type d'agriculture, ainsi que la culture d'autres fruits et légumes que l'on produit ici. Une fois utilisée dans la centrale, l'eau qui sera reversée dans la mer sera contaminée par les radiations. Ils disent aussi que la région est sûre, mais nous savons que nous sommes sur une zone très sismique et toute la côte Est, une région touristique, va également être affectée. Pour bloquer le projet de centrale, ces associations n'ont pas seulement voulu mobiliser la population, elles ont aussi lancé des procédures devant la justice turque. Alpay Ontmen est avocat membre du barreau de Mersin. Il est aussi candidat aux législatives de juin pour le principal parti d'opposition. Il suit le dossier depuis des années. Le rapport d'impact environnemental est bourré d'erreurs. Les effets potentiels sur l'environnement sont tels qu'ils n'auraient jamais dû donner le feu vert. Ils auraient dû conclure à une impossibilité de faire ce projet. Le rapport présente des lacunes juridiques, des lacunes scientifiques. La procédure elle-même n'a pas été respectée. Pour résumer, il y a donc 2 procès en cours. Celui-ci pour l'annulation du rapport environnemental qui est désormais entre les mains du Conseil d'État, et un autre procès contre le ministère pour faire annuler la licence d'exploitation de la centrale, celle qu'il est nécessaire d'obtenir auprès de l'État pour démarrer la construction et qui est en ce moment examinée par la Cour administrative d'Ankara. Des risques sanitaires et environnementaux, des objections juridiques et des élus aussi qui sont contre le projet. Mais est-il possible de faire changer d'avis le pouvoir d'Ankara? Pas si sûr selon Aytu Hatice. C'est un député du principal parti d'opposition, le CHP. Il porte aujourd'hui une énorme barbe qu'il a décidé de ne pas raser jusqu'à l'abolition de l'état d'urgence en Turquie. Et dans ce contexte, il est plutôt pessimiste sur les chances de ceux qui s'opposent au nucléaire. Il en a été question des centaines de fois au Parlement. J'ai demandé aux députés, vous êtes là, vous représentez tous les partis. Qui accepterait d'avoir une centrale nucléaire dans sa circonscription? Bien sûr, personne n'a levé le petit doigt. Mais ils changent les lois pour pouvoir contourner les obstacles juridiques. Chaque fois que nous avons ouvert un procès, ils ont voté une nouvelle loi pour pouvoir faire le projet quand même. Ensuite, on a remarqué que les autorités régionales travaillaient dans notre dos. Ils ont donné un permis de construire pour lancer certaines constructions sur le site. J'ai dit, de quel droit lancez-vous les travaux alors que le rapport environnemental fait encore l'objet d'un procès? Vous vous rendez compte? Les plus hautes autorités de Mersin mentent. Ils veulent tromper la population. Direction Ankara, au siège de l'AKP, le parti au pouvoir, pour entendre un autre son de cloche. Le débat est fini, personne ne veut plus revenir sur la décision. Ce projet, c'est un symbole et la Turquie veut désormais aller jusqu'au bout. Erdal Tanas Karagöl est professeur d'économie proche du parti de Recep Tayyip Erdogan. La procédure est lancée et il n'y a pas de retour en arrière possible. De nombreux pays ont pollué l'atmosphère pour assurer leur croissance pendant des années. Ils ont pollué l'atmosphère. Maintenant qu'ils sont arrivés à un certain stade et qu'ils ont accès à des technologies plus élaborées, ils se tournent vers les pays en développement qui ont encore recours à des technologies polluantes et ils leur demandent de faire des efforts. Il faut être un peu honnête sur la question. L'environnement, c'est évidemment important, l'enjeu est de taille, mais il faut que tous les
les pays en partagent équitablement le fardeau. La France assure près de 74% de sa production énergétique avec le nucléaire. Pourquoi pas la Turquie ? Pour la Turquie, donc, c'est l'occasion de faire partie des grandes puissances de ce monde. Pour la Russie, cette centrale, c'est une excellente vitrine pour la dernière version de leur technologie nucléaire, celle que les Russes voudraient bien exporter aussi, notamment en Égypte. Bref, pour Ankara comme pour Moscou, le projet doit aller jusqu'au bout. On retrouve l'ancien diplomate Mehmet Öğütçü. S'ils veulent vraiment avancer et construire le premier réacteur, ils vont le faire. C'est politiquement important. D'abord pour la relation entre Poutine et Erdogan, et ensuite pour atteindre leur objectif de produire de l'électricité en 2023. Donc, ils vont éliminer tous les obstacles qui sont sur leur route. Pour la Turquie de Recep Tayyip Erdogan, ce projet de centrale nucléaire, c'est l'un des plus importants. Chose certaine, c'est l'un des plus chers, de 20 à 25 milliards de dollars. Avec la crise économique qui se profile en Turquie et qui est de plus en plus visible ces dernières semaines, les autorités pourraient bien avoir du mal à financer une telle affaire. C'est d'ailleurs en quelque sorte le dernier espoir des opposants au projet. Sauf que pour certains, comme le député Aytu Hatice, c'est peut-être déjà trop tard. Au sein du gouvernement AKP, seul Erdogan a voix au chapitre. Peu importe ce qu'il dit, tous ceux qui travaillent sous ses ordres valident ce qu'il dit sans réfléchir. Et pour le président turc, il l'a dit encore récemment devant un forum consacré à l'énergie, l'affaire est déjà entendue. Maintenant, nous nous lançons dans le nucléaire. Bien sûr, que cela en embarrasse plus d'un, mais que cela vous plaise ou non, on en fera du nucléaire. Turquie, le pari du nucléaire, un grand reportage d'Alexandre Billette et Céline Pierre Magnani, réalisation Eva Moschinsky.
C'est la fin de cette émission, je vous retrouve moi la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. N'oubliez pas que le site de C'est l'Info existe toujours, www.c-l'info.fr pour réécouter nos précédentes émissions. Et puis moi je vous retrouve donc le week-end prochain pour de nouvelles actualités. Salut à tous.